Bonjour Charles de Courson. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député Liot de la Marne, rapporteur général de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Oriane, bonjour Charles de Courson. Bonjour. On va évidemment parler du budget, Charles de Courson, mais d'abord un petit mot puisque Emmanuel Macron a conclu hier le sommet mondial sur l'intelligence artificielle avec des investissements colossaux, 109 milliards d'investissements, beaucoup étrangers. Est-ce que vous dites bravo, chef de l'État ? Mais le chef de l'État n'y est pour rien, si je puis dire. C'est pas lié à l'attractivité de la France et à ce qu'il a fait non, sur l'intelligence artificielle. c'est ce qu'il veut faire croire. Non, c'est beaucoup plus simple que cela. Ce sont des fonds privés, il n'y a pas un sou d'argent public. C'est l'initiative privée, c'est un secteur en plein développement et on a pas mal d'atouts en France, notamment nous avons de très bons cerveaux, voilà, et donc les investisseurs internationaux investissent en France à cause de cela. Donc lui, il mène aucune politique pour donner aux investisseurs envie d'investir en France pour vous? Écoutez, quand on voit le dernier budget dans lequel on augmente de 25% à 40% le taux de l'IS, je ne sais pas si c'est très pro-business, comme dit le président de la République. Voyez ? Allez, on parle du budget, justement, Christelle. Oui, justement, après des mois de discussion, la chute d'un Premier ministre, la France est enfin dotée d'un budget. Est-ce que vous considérez que le pays est sauvé ? Non, pas du tout. C'est un mauvais budget. D'ailleurs, le Premier ministre lui-même l'a reconnu dans l'explication finale, en disant, il a dit, c'est un... Il a dit c'est un mauvais budget, c'est pour ça que tout le monde est d'accord. Imparfait. Et pourquoi ? Parce que on augmente massivement les impôts. Je vous donne les chiffres. On augmente de 0,7 points, c'est-à-dire un bon 20 milliards, les prélèvements obligatoires. On a déjà le taux le plus élevé de toute l'Europe. Par exemple, sur les grandes entreprises, on augmente le taux de l'IS, de l'impôt sur les sociétés, de 25% à 40%. Non mais est-ce que c'est raisonnable dans le monde ouvert dans lequel on est ? Ouais. Et donc, et en plus, on ne baisse pas la dépense publique. C'est tout sauf un budget austéritaire. L'ensemble des dépenses publiques, État, sécurité sociale, collectivité territoriale, augmente de 43 milliards. Et la part de la dépense publique dans la richesse nationale, dans les prévisions gouvernementales, augmente de 0,2 points de PIB. Donc, si vous voulez, Alors, avant d'en mais venir c'était la condition, moi je l'ai dit au Premier ministre, je dirais, il a lâché encore 6-7 milliards supplémentaires pour que nos collègues socialistes ne votent pas la motion de censure. Est-ce qu'il avait le choix, François Bayrou, pour dégager le consensus qu'il devait dégager pour faire voter le budget, allant des LR au PS, est-ce qu'il avait le choix ? Non, mais il n'y a aucun consensus. Mais c'est pour ça que... Il a évité la censure. Oui. Je ne lui reproche pas d'avoir cédé 6 à 7 milliards. Je dis simplement que dans la situation de notre pays, ce budget et cette loi de financement de la sécurité sociale, qui n'est pas encore votée, le budget d'ailleurs n'est toujours pas publié puisqu'il est au Conseil constitutionnel, ça n'est pas raisonnable. Mais il n'y a pas de majorité. Donc moi je ne vais pas... Est-ce qu'avec ce budget... la motion de censure. Voilà. Est-ce qu'avec ce budget, Charles de Courson, vous dites l'objectif de 5,4% du déficit à la fin de l'année sera tenu? Mais non, il ne peut pas être tenu pour plusieurs raisons. La première, c'est que le gouvernement a réduit les perspectives macroéconomiques. On était à 1,1 de croissance en volume du PIB, il a descendu à 0,9. 0,9, le consensus est plutôt autour de 0,7. Et sur l'inflation, on est descendu de 1,8 voire 2% à 1,4. On risque de finir à 1,1, 1,2. Donc si vous faites 0,2 points de moins sur les prix, 0,2 points sur le volume, vous avez déjà 5 à 6 milliards supplémentaires de pertes de recettes fiscales. Donc on sera à combien pour vous ? Moi, je pense que si on finit à 5,7, 5,8, parce qu'il y a aussi le problème des dépenses. Est-ce qu'on sera capable de tenir des dépenses ? Je vous prends l'exemple de l'ONDAM. Alors, on discute de l'ONDAM, on remonte... C'est l'objectif national des dépenses d'assurance. Oui, on remonte de 2,8 de mémoire à 3,3. Donc, on rajoute un gros milliard supplémentaire. Mais savez-vous que les perspectives des hôpitaux publics, c'est un déficit de fonctionnement qui va monter à 3,5 milliards cette année, en 2025. Donc 5,7, 5,8, c'est énorme. Est-ce que ça veut dire l'objectif de 3% en 2029, il ne peut pas être tenu? Non, mais de toute façon, on ne peut pas redresser des finances publiques quand on n'a pas le temps devant soi et que, deuxièmement, on n'a aucune majorité. C'est impossible. Donc là, il n'y aura pas de redressement des finances publiques tant qu'il n'y a pas une nouvelle majorité à l'Assemblée? Et bien sûr.
Mais comment est-ce que vous réduisez? Le problème de fond du redressement des finances publiques, c'est de réduire la dépense. Alors le problème, c'est quelle dépense on réduit. Si on était une démocratie mature, on se mettrait autour d'une table, on dirait grosso modo il faut faire 20 à 25 milliards d'économies supplémentaires chaque année. Eh bien, où est-ce qu'il y a des économies justes? Ça serait ça, une démarche démocratique. Ouais. Mais on ne l'a pas. Vraisemblablement, il n'y aura pas de nouvelle majorité à l'Assemblée nationale d'ici plusieurs mois, voire un an ou deux. Quels sont les risques aujourd'hui de ce budget déséquilibré? Vous disiez, on va dans le mur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la montée, si vous voulez, que ceux qui prêtent... Comment on fait vivre la France? On fait vivre la France en allant sur les marchés financiers à hauteur de un peu plus de 300 milliards cette année, et on rembourse 150, 160 milliards, pour faire simple, c'est-à-dire l'ordre de grandeur du déficit public. Bien. Donc, c'est pas tenable dans le temps. La dette publique continue à augmenter, et nous sommes maintenant le pays de l'Union européenne le plus mal géré du point de vue de ses finances publiques. Et on ne peut pas le redresser dans l'état politique tel qu'il est actuellement. Ça c'est pas possible. Parce que vous savez, réduire la dépense publique dans un peuple à qui on a fait croire pendant des années que la solution des problèmes de notre société, c'est toujours plus de dépenses publiques, ouais, ça, ce n'est pas tenable dans le long terme. C'est pas plus compliqué que ça. Et tous les Français le comprennent. Beaucoup de mes concitoyens, ils me disent, mais expliquez-moi, monsieur de Courson, je ne comprends pas. Moi, je ne dépense pas plus que ce que je gagne. Alors comment est-ce que l'État peut fonctionner? Ben, j'ai dit la différence, c'est que toi, ton banquier, il va te couper les vivres, hein, et vite. Et tant qu'il y a des organismes nationaux, internationaux, etc., qui acceptent de prêter à la France, estimant que, bien entendu, la France est incapable de rembourser sa dette, parce qu'on serait en dette pour rembourser la dette, mais au moins on paye les intérêts. Donc vous avez beaucoup de gens qui se disent, après tout, tant que les Français payent leurs impôts, nos intérêts seront payés et le capital sera remboursé par de nouveaux emprunts. Donc vous êtes emprunteur étranger, alors on se dégrade, hein. Notre note quand même, elle se dégrade lentement. Hein. On était 3A, on est passé 2A, et puis maintenant on était 2A+, puis 2A, et maintenant on est 2A-, vous voyez. Et puis on va tomber à A dans les 2 ans qui viennent. Mais forcément la note va se dégrader pour vous. Et avec un taux d'intérêt croissant. Parce que le problème c'est qu'on a une dette qui coûte peu cher. Ouais. On est grosso modo à peu près, pour vous donner des ordres de grandeur, disons autour de 2%, le taux moyen. Mais on serait en dette à 3,2, 3,3, 3,4, et ça va augmenter. Rien que les intérêts de la dette augmentent de 8 milliards par an, chaque année. Mais ça, les Français, dans leur vie quotidienne, ne le constatent pas. Eux, ils demandent des services publics qui fonctionnent mieux, ils demandent... Je ne partage pas votre sentiment. Les Français sont inquiets. Parce qu'ils voient bien que cette façon de gérer les finances publiques n'est pas durable et amène le pays dans le mur. C'est d'ailleurs probablement l'une des raisons pour lesquelles les Français épargnent de plus en plus, consomment pas. Hein, la consommation est à peu près flat, vous voyez, que les entreprises sont inquiètes, qu'ils gèlent beaucoup d'investissements et que les grandes entreprises qui sont internationalisées ont tendance à dire j'investis moins en France et plus à l'extérieur de la France. Ouais. Donc tout ça est très nuisible du point de vue des intérêts de notre peuple. Il y a une commission d'enquête actuellement à l'Assemblée sur le dérapage des finances publiques de l'an passé. Est-ce que déjà vous y voyez plus clair sur ce qui s'est passé? Ah oui, d'autant plus que moi en tant que rapporteur général, je mène une enquête parallèle. Oui, une enquête parallèle. C'est-à-dire c'est-à-dire que je suis allé à la direction du Trésor pendant 5 heures pour qu'on m'explique comment ils ont pu estimer à 72 milliards en 2024 le produit de l'IS et qu'on s'est retrouvé avec 57, vous voyez. Alors qu'est-ce qu'a dit votre enquête parallèle? Et même chose sur la TVA, etc. Les réponses, elles sont différentes selon les grands impôts. Sur l'IS, c'est assez simple en définitive. Il calait l'évolution du produit de l'IS sur l'excédent brut d'exploitation. Mais
le lien entre l'excédent brut d'exploitation et le bénéfice fiscal... Juste, Charles de Courson, pour qu'on comprenne bien, est-ce qu'il y a une responsabilité politique dans le dérapage de ces finances ou est-ce qu'il y a des erreurs administratives, comme le disent le gouvernement? Il y a deux choses. Il y a une chose que je ne supporte pas, c'est quand les ministres, qui, sous l'autorité duquel est la direction générale du Trésor, puisque ceux qui font les évaluations, disent c'est pas moi, c'est les services. Non mais attendez, ils sont ministres, ils sont responsables. Donc il y a une responsabilité de Bruno Le Maire? Non, mais total. Mais attendez, l'honneur d'un ministre, c'est de dire, même s'il y a des erreurs qui ont été faites dans son association, j'assume, je suis leur chef, j'assume. Sinon, il n'y a plus de démocratie. Sinon, tous les complotistes vont dire, c'est ce qu'on vous avait dit, ces ministres ne servent à rien. Ils couvrent la marchandise, vous voyez. Et donc, par impôt, sur la TVA, comment on a eu un écart? Parce qu'on a eu 14 milliards d'écart sur l'impôt sur les sociétés, sur un impôt qui rapporte 57 milliards en définitive, à peu près. Bon, c'est des erreurs énormes. Mais pourquoi vous menez une enquête parallèle? Parce que vous pensez que cette commission d'enquête parlementaire, elle ne va pas permettre de trouver... avant cette commission d'enquête, si vous voulez, j'avais interrogé, bien en tant que rapporteur général, en disant, mais comment ça s'explique? Et quelle est la cause? Voilà, impôt par impôt, comment vous avez estimé? Et pourquoi vous vous êtes trompé? Sur la TVA, 2 années de suite, on est à 11 milliards de pertes par rapport aux prévisions. Donc pour vous, il y a des responsabilités politiques. Mais c'est très simple. Ils ont estimé que les Français épargnaient beaucoup et qu'ils allaient ponctionner sur leur épargne pour consommer. Eh bien, 2 années de suite, c'est pas ce qui s'est passé. Donc il faudrait peut-être avoir une certaine humilité et en plus, ne pas continuer en 2025 les erreurs de 2024 et 2023. Est-ce qu'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, sera auditionné par cette commission d'enquête? Alors, comme vous le savez, nous avons voté. À une très forte majorité, nous avons décidé de le convoquer. Et dans une lettre qu'il a adressée au président de la Commission des Finances, il refuse de venir, prétextant la séparation des pouvoirs. Mais je ne savais pas que M. Kohler faisait partie de l'exécutif. Il n'est pas président de la République. Et ce n'est pas la première fois qu'on auditionne soit le secrétaire général dans l'affaire Benalla, nos collègues du Sénat ont auditionné M. Kohler. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Et moi-même, quand j'ai été président de la commission relative à un ancien Premier ministre connu, Jérôme Cahuzac, nous avons auditionné le chef de cabinet du président de la République qui avait joué un rôle dans cette affaire. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez acte de son refus de venir ou vous allez l'obliger à venir? Nous allons en décider probablement cette semaine ou la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous avez à votre disposition? Il y a des sanctions qui sont prévues dans la loi organique à l'égard de ceux qui sont convoqués par les commissions d'enquête parlementaires et qui refusent de venir. Quel type de sanctions? Eh bien, la loi prévoit 2 années d'emprisonnement et, je crois, 7 500 € d'amende. Donc, la commission devra... mais vous êtes favorable à ce que ces sanctions soient mises en place? Non, mais moi, je suis pour la défense des droits du Parlement. Voilà. Donc vous demandez de venir. Vous lui laissez pas le choix. Donc vous pouvez l'obliger à venir. Non, mais il est inacceptable qu'un agent public, puisque c'est un agent public, le secrétaire général de l'Élysée, refuse de venir convoquer en prétextant la séparation des pouvoirs. Mais je ne savais pas qu'il était membre de l'exécutif. Il n'est pas membre. Donc vous souhaitez l'obliger à venir? Comment? Vous souhaitez l'obliger à venir sous peine de sanctions? Mais bien sûr. Mais vous savez ce qui se passe aux États-Unis, au Congrès américain. Quelqu'un qui refuse, on envoie la garde. Mais oui. Enfin, je veux dire, cette espèce de déférence des représentants du peuple. Qui représente le peuple? L'Assemblée nationale. Nous sommes les élus du peuple. C'est nous qui représentons la nation française. Et comment on peut se permettre de refuser de venir s'expliquer et répondre à des questions qui ne sont pas très compliquées. Quel est le rôle? Pourquoi le président de la République, d'après ce qu'on raconte, plusieurs témoins l'ont raconté, plusieurs ministres, a refusé une loi de finances rectificative. Oui, enfin, je veux dire, ça n'a rien d'extraordinaire. Quand est-ce que vous déciderez de sanctions ou pas? Ah ben c'est la commission d'enquête qui en Mais vous avez prévu, il y a une date de prévue pour cette réflexion? On a par exemple cet après-midi, on a encore une audition, voire ce matin, vous voyez, on auditionne, voilà. Mais on n'a que jusqu'à fin avril de mémoire, parce que c'est 6 mois. Avant fin avril. Le PS n'a pas voté la censure sur les textes budgétaires. En revanche, il déposera une motion de censure la semaine prochaine. Est-ce que vous allez la voter?
Non, moi je ne suis pas pour rajouter du chaos au chaos. Vous voyez, j'ai fait l'explication de vote de mon groupe, expliquant que c'était un mauvais budget et que si nous avions voté, aucun d'entre nous n'aurait voté pour. Mais que nous ne voterons pas la motion de censure pour éviter de rajouter du chaos au chaos. Donc vous ne voterez pas celle du PS la semaine prochaine? Ah bon, on en discutera. Mais vous, à titre personnel, elle n'est pas déposée. Hein. Vous, à titre personnel, elle sera déposée que la semaine prochaine. Voilà. D'après ce que m'a dit le président du groupe, voilà. Il faut voir ce qu'il y a dedans en plus. Nous en discuterons. Nous sommes, vous savez, un groupe très sympathique dans lequel il y a une vraie discussion. Vous voyez, c'est pas un groupe de godillots. Mais vous, personnellement, parce qu'on imagine qu'il n'y a pas non plus de conciliation. Je verrai. Attendons déjà le dépôt. Ça va dépendre de ce qu'il y a dedans. Comment? Ça va dépendre de ce qu'il y a. Oui, on verra. Mais je pense que ce n'est pas le moment de rajouter du chaos au chaos. Alors, cette motion de censure, elle va vraisemblablement porter sur le thème de l'immigration, suite aux mots prononcés par le Premier ministre de submersion migratoire. Gérald Darmanin, sur le même thème, propose d'ouvrir un débat en France sur le droit du sol. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'ouvrir ce débat au niveau national et non pas uniquement sur Mayotte? Alors, vous savez, je fais partie d'une très vieille famille française, du côté de mon père et du côté de ma mère. Et j'ai toujours été personnellement très attaché à la tradition, non pas de la République, mais déjà du Royaume de France, hein, qui, dès 1315, dans son édit royal, a lié la nationalité française. C'est un très beau concept, la nationalité française, puisqu'on ne vous demande pas quelle est votre couleur de peau, on ne vous demande pas quelle est votre religion, ou que sais-je, ou vos convictions. On vous demande d'adhérer à une histoire commune, une langue commune, voyez, une langue, une histoire, et comme le disait un historien célèbre, d'adhérer à ce qu'on appelle le récit national. Voilà. C'est ça, dans la diversité. Et il y a une très grande diversité dans la société française, mais c'est ça ce qui est essentiel. Et aujourd'hui, c'est le cas? Ou est-ce qu'il faut modifier? Oui. Moi, je ne suis pas du tout un fan de ce débat sur le droit du sol et le droit du sang, pour une raison très simple, c'est que le droit de la nationalité a toujours été un mélange de droit du sol et de droit du sang. Voilà. Bon. Donc, moi, je suis assez conservateur en la matière sur l'acquisition de la citoyenneté française. D'accord. Mais est-ce que vous trouvez judicieux d'ouvrir un débat sur le sujet? Est-ce qu'il y a besoin de remettre... On peut toujours débattre. Moi, j'aime bien le débat. On peut débattre. Le problème, c'est ce débat... Certains disent que ça risque d'être un débat malsain en France et de cliver encore un peu plus. Il débouche sur quoi? C'est ça la question. Est-ce qu'on veut, comme certains le prétendent, modifier la Constitution? Ah, voilà. Ouais. Je pense que le grand danger, c'est de ce qui est en train d'être fait, de vouloir changer, si vous voulez, des règles par petits morceaux. Réfléchissons bien avant d'agir. Donc voilà, moi je suis d'une vieille famille française, je n'ai pas de doute sur mon identité. Voilà, il y a des gens qui doutent sur l'identité, moi j'en doute pas. Et je pense que la cohésion nationale, c'est plutôt de renforcer notre adhésion à des valeurs communes. À une histoire commune, à une culture commune. Ça pourrait passer par quoi, ça? Comment? Ça pourrait passer par quoi, renforcer l'adhésion à des valeurs communes? C'est le problème de l'éducation. Comment s'est forgée la nation française? La nation française, elle a été très longue à se forger. Vous savez, quand on a intégré la Bretagne, pour prendre l'exemple de la Bretagne, on ne peut pas dire que les Bretons étaient tous enthousiastes de rejoindre le Royaume de France. Ça passait par la langue, ça passait par le service militaire? La langue, oui, je dis, les grandes institutions, c'est la langue, la culture, des valeurs communes, voilà, et de partager une histoire commune. C'est ça, une nation. Charles de Courson, c'est une volonté de vivre ensemble aussi. Oui. Emmanuel Macron a choisi de nommer Richard Ferrand pour succéder à Laurent Fabius à la tête du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix? Tout d'abord, le Conseil constitutionnel, c'est quand même l'un des institutions de la République. Et donc, le président de ou la présidente de cet Conseil constitutionnel, il faut qu'il puisse être respecté et... que, quelles que soient vos convictions, vous pensiez qu'ils sont vraiment là pour défendre la Constitution.
ne sont pas là pour faire la loi, comme je l'entends parfois dans des critiques à l'égard du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne fait pas la loi. Il essaie d'interpréter la Constitution quand on lui pose un certain nombre de questions. Et vous pensez que Richard Ferrand, c'est la bonne personne? Alors, je vous rappelle que qui votera? Ce sont les membres des commissions des lois de l'Assemblée et du Sénat. Voilà. Et donc, moi, je ne suis pas membre de la commission des lois. Est-ce que vous voteriez pour Richard Ferrand si vous étiez membre de cette commission? Si j'étais membre de la commission des lois, vous pourriez me poser la question. Je ne suis pas membre de la commission des lois. Marine Le Pen, elle fustige la dérive consistant à nommer des politiques au Conseil constitutionnel. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Écoutez, historiquement, c'est difficile de partager cette critique. Parce qu'il y a beaucoup d'anciens hommes politiques, dont certains ont très bien rempli leurs fonctions au Conseil constitutionnel. Donc on peut continuer à nommer des politiques pour vous? Non, mais le problème, c'est pas qu'ils soient des politiques. Le problème, c'est de nommer des hommes ou des femmes qui, premièrement, sont intègres. C'est-à-dire qui n'ont pas, comme on dit chez moi, qui n'ont pas de casserole. Voilà. Bon, ce qui n'est pas le cas de Richard Ferrand. Dont on ne discute pas de l'honnêteté. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de Richard Ferrand. Attendez, je n'ai pas dit ça. Je dis que pour moi, quels sont les grands critères? Voilà, quelqu'un, personne, voilà, d'intègre, de quelqu'un d'indépendant, dont on connaît l'indépendance d'esprit et qu'on a pu tester cette indépendance d'esprit. Vous voyez, Philippe Bas, moi je connais Philippe Bas depuis des années. Philippe, qui peut discuter, c'est vraiment un bon juriste. Voilà, c'est le choix de Gérard Larcher. Voilà, il a été président de la commission des lois au Sénat. Et il n'est pas, et c'est pas forcément un béni oui-oui. Voilà, il l'a montré dans un certain nombre d'affaires où il a pris des positions. Moi, j'ai partagé avec lui certaines commissions mixtes paritaires. On peut dire qu'il est indépendant. Laurence Wyszenski, qui est discutée, moi, j'aime beaucoup Laurence. Vous voyez, parce que Laurence, elle a été juge d'instruction, donc elle a les compétences juridiques. Et en plus, elle a montré, et ça lui a coûté cher dans sa vie publique et privée, elle a montré sa capacité à être indépendante. Donc oui ou non pour Richard Ferrand? Donc Laurence, elle est quand même... Bon, mais je vous dis, je ne voterai pas. Alors, je veux dire, ça n'a pas d'intérêt de répondre à votre si, quand même. Écoutez, j'ai rappelé quel serait, si j'étais membre de la commission des lois, sur quels critères je voterais. Voilà. Pas de casserole, pas béni oui. Voilà, et des compétences juridiques. Et d'avoir montré son indépendance à l'égard des différents pouvoirs. Ouais, de ne pas être une marionnette, comme on dit. Ouais, d'être quelqu'un qui a des convictions et qui s'y tient. Merci. Un dernier mot, Christelle? Oui, juste un dernier mot sur la réforme des retraites. Pour obtenir le soutien du Parti socialiste, François Bayrou a ouvert une conférence sur la réforme des retraites. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne méthode? Mais c'est la méthode que nous avions préconisée, notre groupe, lors de cette crise, en disant, mais enfin, on impose d'en haut. Vous voyez, c'est toujours cette conception totalement verticale du pouvoir. Et une bonne réforme, c'est une réforme qui est acceptée par au moins une majorité des forces sociales qui constituent ce pays. Vouloir imposer par la violence, c'est-à-dire par le 49.3, et encore de justesse, parce qu'on a failli gagner, de peu. Et aujourd'hui, constater les blocages, oui, je pense que François Bayrou a raison. Nous, c'est ce que nous avions préconisé, de faire une conférence pour voir comment on peut avoir un minimum dans les forces sociales. Or, contrairement à ce que pense le président de la République, qui a toujours considéré que les forces sociales sont des forces conservatrices, des syndicats de salariés comme les syndicats patronaux, nous pensons l'inverse, qu'il y a des syndicats réformistes, après il peut y avoir, avec lesquels on peut avoir un vrai accord et qui maintiennent la stabilité dans le temps de ces réformes. Merci Charles de Courson, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Christelle, la une de la Dépêche, c'est Carole Delga. Qui ne sera pas candidate à la mairie de Toulouse, mais songe à 2027. C'est son interview vérité à lire dans la Dépêche. Merci beaucoup Christelle. On passe tout de suite au Club des Territoires.